BFM Business, BFM Crypto, le club. Eh oui, ce sont nos 20 minutes consacrées dédiées aux blockchains et aux cryptos. Nos experts du club BFM Crypto. Carl Toussaint Duvas vient de nous rejoindre. Bonjour Carl. Bonjour Guillaume. À la tête de Format Crypto. Format Crypto. Et auteur de ce livre Blockchain, Crypto et DeFi disponible sur Amazon. Sur Amazon, tout à fait. Bon, on va répondre dans quelques minutes ensemble aux questions que peuvent se poser les investisseurs en crypto. Des questions sans concession. Vous serez prêts ? Je suis toujours prêt pour Bon, rendez-vous dans un instant. Valentin Demey nous accompagne également. Bonjour Valentin. Journaliste bonjour Guillaume, bonjour pour Cryptost. Et Laurent Pignot pour Zone Bourse. Salut Laurent. Oui, bonjour Guillaume. Ravi de vous retrouver. Laurent, le Bitcoin, quelle perspective, quel potentiel pour la suite ? On le voit toujours errer, le Bitcoin dans les mêmes eaux. Actuellement, un Bitcoin vaut 19 814 $. Oui, alors on a eu deux belles journées lundi et mardi sur le Bitcoin qui a repris un peu moins de 7% en 48 heures dans le sillage des indices boursiers. Alors aujourd'hui, il retrace un petit peu, on est à moins de 2,5% sur le Bitcoin, ce qui est normal finalement avec le gros rebond effectué en si peu de temps. Donc voilà, attention à ne pas céder à l'euphorie trop rapidement. On est encore loin de renverser la tendance à court terme. Nous sommes donc, comme vous le disiez, toujours dans cette zone des 20 000 $, malgré le rebond de ces deux derniers jours. En plus, on a l'activité sur le réseau qui indique que le nombre de transactions sur ces derniers jours et les flux d'activité, les volumes restent toujours très faibles à court terme, ce qui prouve bien l'attentisme et l'observation des investisseurs pour l'instant. Donc il faut dire aussi que réellement, en prenant un petit peu de recul, nous n'avons pas encore de réels signaux macroéconomiques et des fondamentaux qui pourraient laisser supposer justement que les acteurs du marché se repositionnent sur les actifs risqués comme le Bitcoin. Alors justement, les niveaux à surveiller, bien évidemment, ça reste cette zone assez large autour des 20 000 $ qui a fait support depuis le mois de juin et qui continue de le faire pour l'instant. Mais on sent bien le manque de force des acheteurs. La pression vendeuse qui pourrait aller chercher encore un peu plus bas si le contexte se détériore au niveau du prochain support, au niveau des 14 000, 15 000 $. De l'autre côté, pour relancer la tendance haussière, j'attendrai un retour de la hausse du nombre de transactions et plus d'activité sur le réseau pour franchir avec du volume les 22 500 $ dans un premier temps, puis la résistance des 25 000 $ qui représente le rebond de cet été. Donc voilà, pour l'instant, restons vigilants. Sur les rebonds techniques à court terme, d'autant plus que la pression acheteuse reste relativement faible pour l'instant pour renverser cette tendance de fond. Attendons des configurations techniques qui confirment finalement ces renversements et surtout avoir un contexte peut-être global et géopolitique un peu plus favorable pour le Bitcoin. On évoquera d'ailleurs dans un instant avec Valentin Demey les records sur le hash rate du Bitcoin dans quelques minutes. L'Ether aussi à suivre, quel potentiel, quel niveau de prix surveiller pour les prochains jours sur l'Ether Tiens, Laurent. Alors l'Ether a du mal à remonter la pente depuis The Merge, cette fameuse fusion. Il sous-performe même légèrement le Bitcoin depuis le début de la semaine, malgré le rebond technique sur le marché. Et même sa dominance par rapport au Bitcoin sur le marché avec la paire ETH contre BTC continue de décroître. Alors pour l'instant, l'Ether tient toujours cette zone autour des 1300 $. Mais si cette zone venait à être franchie, on pourrait rapidement repartir sur la zone des 1000 $, ce fameux seuil psychologique des 1000 $. Et à l'inverse, là, cette fois-ci, à l'achat, j'attendais un retour assez franc sur les 1500 $. Cette zone que je surveille dans un premier temps. Et puis ensuite, pour renverser cette tendance un peu plus compliquée à long terme, ça serait cette zone des 1800, 2000 $ pour redonner un signal haussier à moyen terme sur les terres. Mais pour l'instant, voilà, comme pour le Bitcoin, il faut rester patient, attendre des configurations techniques et avoir un contexte plus favorable. Laurent Pignot pour Zone Bourse. Merci beaucoup Laurent de nous avoir accompagnés. On parlera donc dans un instant du plus haut absolu, du record absolu de hash rate sur le Bitcoin. Mais d'abord, Valentin, on va rebondir sur l'immédiate actualité. On voit là en direct cet après-midi la devise britannique à nouveau attaquée sur les marchés. La livre sterling recule de 2% face au dollar à l'instant après un discours de la première ministre Liz Truss, discours dans lequel elle n'a pas livré de détails sur son plan budgétaire, pas de détails supplémentaires et donc la livre attaquée à nouveau. Est-ce que le Bitcoin, Valentin, pourrait devenir une valeur refuge pour certains Britanniques face à la chute de la livre ? C'est ce qui a l'air de se passer en tout cas depuis plusieurs semaines et particulièrement, rappelez-vous Guillaume, sur la première vraie décharge, la première vraie chute, il y a une quinzaine de jours du livre sterling qui avait baissé de 9% en quelques jours. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on a observé ? On a observé que les volumes d'échanges entre la monnaie britannique et le Bitcoin ont explosé. Mais ils ont vraiment explosé. Ils sont passés de quelques 100, 150 millions de dollars à 1 milliard, presque 1 milliard, entre 900 millions et 1 milliard. Donc ils ont explosé là où, pour le coup,
c'était pas vraiment le cas non plus sur Bitcoin. Donc c'est quelque chose d'assez important qui n'est pas qui pourrait être un épiphénomène et qui aurait pu se répéter derrière et qui aurait pu s'observer en amont sur d'autres jours de volatilité. Et c'était pas le cas, ce qui prouve que ce n'est pas juste pour les Britanniques un moyen de s'amuser avec le cours du Bitcoin et avec la volatilité, mais a priori d'en acheter et d'en conserver une grande partie. Ça, c'est ce qu'on observe. C'est pas le cas, comme je le disais, pour l'or qui ne bénéficie pas exactement de la même puissance d'absorption. Et ils ont là, le public a l'air d'apprécier davantage Bitcoin que l'or dans ces situations. Donc, on est vraiment sur cette valeur qu'apportait Bitcoin de se protéger en cas de chute des monnaies d'État, se protéger de l'inflation. Et ça s'incarne dans les chiffres qu'on a. Donc cette explosion des volumes sur la paire GBP-BTC de plus de 900% ces dernières journées. En partant d'un niveau assez bas quand même. Tous les Britanniques ne viennent pas transformer leurs devises, leurs livres, leurs pounds, leurs billets flanqués du portrait de la reine. Ils ne viennent pas convertir tout cela massivement en Bitcoin. Ça reste assez marginal quand même, Valentin. Ça restait assez marginal effectivement parce que les volumes de base, mais on parle bien effectivement que là sur la monnaie britannique, les 200 millions de dollars par jour de volume, on parle bien par jour, avec cette explosion il y a quelques jours au moment du point bas du livre. Ce qui est quand même intéressant à montrer du doigt, c'est cette capacité qu'ont les citoyens des pays en difficulté à se tourner vers les crypto-monnaies quand ça va mal. Là, c'était sur Bitcoin, qui est quand même un actif volatile, mais qui avait cette proposition de valeur créée en 2009 pour être justement le rempart en cas d'effondrement. En cas d'effondrement par exemple là, du livre ou des monnaies d'État, mais sur d'autres aspects, notamment les stablecoins, ces fameux jetons qui suivent le prix d'une monnaie d'État aussi, on s'est rendu compte, côté argentin, que lors de l'effondrement il y a quelques mois, beaucoup d'Argentins s'étaient rués sur des stablecoins dollars pour ne pas trop perdre d'argent de ce qu'ils avaient épargné. Et avec cette facilité justement à échanger des cryptos entre elles et donc de pouvoir sortir de l'exposition qu'ils avaient à leur monnaie d'État quand elle tombe. Là, c'est sur Bitcoin. C'est effectivement 1 milliard sur une journée il y a quelques jours qu'on a pu voir grâce au volume de la blockchain. Et c'était pareil il y a quelques mois avec des stablecoins pour les Argentins, sachant qu'on a quand même 12% des Argentins qui possèdent des crypto-monnaies, ce qui en fait l'un des pays qui en utilise le plus. Chaque jour nous apporte son lot de news illustrant le développement des technologies blockchain. Tiens, Christie's fait un grand pas. Christie's lance la première plateforme d'enchères au monde, Valentin, reposant sur une blockchain. Ouais, Christie's, on les connaît depuis un moment dans l'écosystème crypto, dans l'écosystème Web3 et particulièrement sur Ethereum parce qu'ils ont l'habitude de vendre des œuvres issues des NFT ou issues des collections du Web3 justement et d'utiliser l'Ether comme monnaie d'échange. Mais là, il y a un nouveau gros changement, c'est qu'ils vont proposer directement leur plateforme d'échange et d'enchères reposant sur la blockchain Ethereum. C'est une sorte d'OpenSea, si on veut faire simple, qui est l'un des leaders de l'écosystème déjà en place, qui permet justement d'acheter et de faire des enchères sur la blockchain, sur plusieurs blockchains. Mais là, c'est Christie's qui avait fait, encore une fois, les plus grosses ventes ces derniers mois sur un paquet d'artistes qu'on connaît bien dans l'écosystème, qui va désormais, sur la blockchain Ethereum, proposer sa propre solution pour faire des enchères. Il y a déjà certaines œuvres qui ont été positionnées dessus, notamment celle de Diana Sinclair, avec quelques NFT entre 4 et 5 Ether qui sont positionnés sur cette plateforme-là, donc de Christie's, donc entre 5 400 et 6 750 $ pièce. Et cette vente aux enchères de Christie's sur sa plateforme donc, sera clôturée le 11 octobre prochain. Petit rappel, donc c'est ce que je disais, c'est quand même la Christie's qui avait fait la vente aux enchères la plus chère de l'histoire avec l'œuvre de Beeple pour 69,3 millions de dollars il y a quelques mois. Et donc Christie's lance la première plateforme d'enchères au monde reposant sur une blockchain, signe des temps supplémentaires. Carl Toussaint Duvas, vous restez avec nous bien sûr Valentin. Carl Toussaint Duvas toujours avec nous également pour Format Crypto. On reçoit pas mal de questions, de plus en plus d'ailleurs de particuliers, d'investisseurs concernant cet univers. Est-ce que vous êtes prêts à y répondre ? Je suis prêt. On va essayer d'être hyper concret. Et oui, c'est ici sur BFM Business que toutes vos questions trouvent leur réponse. On va démarrer avec cette première question de Pascal. On entend parler de l'arrivée de l'euro numérique, nous dit Pascal. Qu'est-ce que cela va changer pour nous tous ?
Alors ça va tous nous concerner, ça c'est certain. En fait, ça date de 2020. En 2020, Christine Lagarde avait annoncé un début de travail et d'études sur un euro numérique. Et puis petit à petit, les banques centrales mondiales se sont mises à réfléchir à des monnaies numériques de banque centrale, donc ce qu'on appelle maintenant les MNBC, qui ont vocation à terme à progressivement remplacer notre euro tel qu'on le connaît. L'objectif de la Banque centrale, c'est officiellement de lutter évidemment contre l'argent noir, qu'on ne peut pas tracer, mais il faut bien comprendre que cet euro numérique-là, il sera ultra centralisé puisque émis par la Banque centrale européenne. Là, fin septembre, il y a quelques jours, Villeroy de Galhau, qui est le patron de la Banque de France, avait réuni Jérôme Powell et Christine Lagarde à Paris pour discuter justement de cette mise en place et de cette réglementation autour de ces monnaies numériques. Et le plan qui est annoncé pour le moment, c'est une sortie entre 2026 et 2027. Ça ne remplacera pas notre euro billet, mais les Françaises, les Français, les Européens seront détenteurs d'un compte à la Banque centrale en euro numérique, paieront avec leur téléphone portable, comme c'est déjà le cas maintenant très largement. Donc, le but, c'est de limiter la consommation de billets, mais surtout, ça veut dire la traçabilité de toutes les transactions. À l'heure où il y a eu quelques fuites sur la volonté de Bruno Le Maire de venir regarder un peu ce qu'on fait sur nos comptes, cet euro numérique sera très centralisé puisqu'il pourra tracer l'ensemble de nos transactions. Mais ça nous pend au nez dans les 4-5 prochaines années de fusionner en fait tout notre système bancaire retail, grand public, vers un système unique supervisé par la Banque centrale européenne. Bon, à suivre. Olivier nous écrit, j'entends de plus en plus parler de tokenomics, nous dit Olivier. Ah oui. Tokenomics, pouvez-vous m'expliquer en quoi ça consiste ? Alors c'est un terme, alors tokenomics, c'est l'économie des jetons, en fait c'est les règles de gouvernance dans une blockchain ou un protocole qu'on développe sur une blockchain. Vous développez un projet sur une blockchain, vous allez émettre un jeton, un token, et vous allez adjoindre à ce jeton des règles. D'accord ? C'est ce qu'on appelle la tokenomics. Ça pourrait être c'est un mélange entre le contrôle de gestion, la direction administrative et financière d'une société. C'est-à-dire que les règles et les pratiques inhérentes aux droits que sont donnés aux détenteurs du jeton et aux avantages éventuels sont déterminés par les règles de la tokenomics. Donc, généralement, sont adjoints à ces tokenomics des smart contracts qui déterminent des règles, ce qu'on appelle des DAO, donc c'est des Decentralized Autonomous Organizations, ce sont des comités de direction autonomes, et puis les règles et avantages financiers inhérents à la détention ou à l'émission de ces tokens. Ce sont les règles qui régissent la création et l'émission de tokens dans un protocole et un projet dans la blockchain. Julien nous écrit aussi Bitcoin ou Bitcoin Cash, c'est quoi la différence et laquelle choisir? Okay. Alors, non, mais c'est une bonne question parce que là, il y a quelques jours, on a assisté à la grande migration des terres et il y a eu le fameux hard fork. Alors, ceux qui suivent votre émission, Guillaume, ont entendu parler du hard fork. Le Bitcoin et le Bitcoin Cash, et Bitcoin est un habitué des hard forks, il faut comprendre que toute crypto-monnaie, toute blockchain fonctionne par une communauté. C'est des gars qui travaillent ensemble parce qu'ils ont envie de développer cet écosystème. Et puis un jour, il y en a qui disent moi je suis pas d'accord avec toi. Et si 51% sont pas d'accord, à ce moment-là il y a fork en anglais, c'est une fourche, donc il y a une scission qui se fait, et il y a c'est un putsch, mais on va dire au bon sens du terme, c'est qu'il y a une scission de pensée. D'un côté, il y en a qui continuent à avoir du Bitcoin, et d'autres qui disent moi je suis plus d'accord avec ce qu'on fait dans le protocole Bitcoin, je vais le faire à ma façon, et je split en deux, et je crée le Bitcoin Cash. Ça c'était en août 2017. Et puis en novembre 2018, ils étaient pas d'accord dans le Bitcoin Cash, donc il y a eu encore un hard fork, et il y a eu le Bitcoin SV, qui veut dire Satoshi Vision. Pour répondre à la question de l'auditeur, aujourd'hui, le Bitcoin, c'est la plus grosse capitalisation des cryptos. Bitcoin Cash, elle doit être 30e. Alors, ce qui est très drôle, c'est que quand c'est sorti, c'est monté comme ça, ça s'est écroulé, et ça n'a jamais retrouvé son point haut. C'est sorti à $440 et ça cote aujourd'hui à 115. Donc, s'il y avait un choix à faire, c'est plutôt Bitcoin, quoi. Voilà. Et on rappelle qu'il ne faut investir dans tout cet univers que l'argent que l'on est prêt à perdre. On le dit à chaque fois. Tiens Valentin, on a aussi pas mal de particuliers et d'auditeurs qui nous interrogent sur le hash rate et cette information. Le hash rate, la puissance de calcul de Bitcoin atteint de nouveaux sommets. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça révèle? Vers où ça nous entraîne? Comment est-ce qu'il faut accueillir cette information du record de hash rate sur Bitcoin, Valentin? Ça veut dire plusieurs choses et d'un point de vue investisseur, on peut le lire de plusieurs manières. Déjà, la première chose très factuelle, ça veut dire que le réseau Bitcoin, la blockchain Bitcoin n'a jamais été aussi sécurisée qu'aujourd'hui. Première chose. Donc ça veut dire que ça n'a jamais été aussi compliqué aujourd'hui d'attaquer Bitcoin si jamais une entité extérieure veut l'attaquer parce qu'il y a tellement d'ordinateurs qui sécurisent la blockchain dans le bon sens
que ça serait très complexe de l'attaquer. Ça, c'est la première info qu'on lit quand on voit que le hash rate est au plus haut. La deuxième information, d'un point de vue data, c'est généralement lorsque il y a énormément de mineurs qui se rajoutent au réseau, le prix du Bitcoin a tendance à augmenter dans les mois qui suivent parce que les mineurs vont moins le décharger, vont moins faire de pression vendeur sur ce cours parce que justement ils continuent d'accumuler du Bitcoin et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc ça, c'est les deux infos. La troisième, qui est assez intéressante également, c'est finalement que malgré ce qu'on aurait pu imaginer avec le prix de l'électricité qui augmente partout dans le monde et donc et un prix de Bitcoin qui stagne, voire qui baisse, on aurait pu se dire c'est moins rentable de miner du Bitcoin. Donc, les mineurs vont débrancher leur machine. Parce que le calcul est simple. Si le prix de l'électricité fait x6, mais que Bitcoin reste stagne énormément, c'est plus rentable de le faire. Et pourtant, là encore, les datas on-chain, les datas de la blockchain nous prouvent que c'est l'inverse. Ils sont de plus en plus à brancher leur machine. Donc, ça voudrait dire qu'ils ont trouvé des endroits où ils ont trouvé des astuces pour aller sur de l'électricité verte ou aller sur des endroits où l'électricité est très peu chère pour se fournir là-bas et miner du Bitcoin et les conserver. Donc, c'est quand même 3-4 infos intéressantes qui montrent la dynamique de Bitcoin qui continue de se sécuriser et donc de créer des Bitcoins malgré le sentiment de marché un peu bizarre. Et j'ai vu passer un mot, stacking, il faut qu'on le décrive davantage ce mot, qu'on l'explique à ceux qui nous suivent. Le stacking, Kezako, Amaury de Tonquédec nous rejoint sur BFM Business pour cette explication de texte, l'expresso d'Amaury chaque mercredi. Salut Amaury. Salut Guillaume. C'est quoi stacking ? Le stacking, en fait, c'est le fait d'immobiliser des cryptos en échange de récompenses. Bon, et ça sert à quoi ? Ça sert à sécuriser une blockchain. Ça existe principalement pour les blockchains utilisant la preuve d'enjeu, ou autrement appelé proof of stake. Et le stacking fonctionne avec des tokens bloqués par ce qu'on appelle des validateurs qui vont garantir la légitimité de toute nouvelle transaction dans la blockchain et donc sécuriser le réseau. On estime que s'ils bloquent une certaine quantité de crypto, qui représente souvent un montant conséquent en euros, alors ils n'ont pas intérêt à falsifier les transactions. Ce sont de simples anges gardiens ou les validateurs sont quand même motivés à sécuriser le réseau ? Et tout travail mérite salaire, simplement en étant rémunéré. Quand des transactions sont validées avec l'aide de mes tokens, je suis récompensé en ayant en contrepartie des tokens supplémentaires de la blockchain en question. Certains projets donnent aussi des jetons de gouvernance aux participants, ce qui va permettre de donner leur avis sur l'évolution future du protocole. Et comment je fais concrètement pour devenir validateur ? Alors techniquement, il faut un ordinateur. Mais l'ordinateur en question doit effectuer des transactions 24 heures sur 24, ça nécessite de l'entretien et certaines connaissances techniques, ce qui est contraignant. Donc dans les faits, la plupart des gens vont déléguer leurs jetons à d'autres entités spécialisées. Certaines blockchains fonctionnent par pool. Une pool de stacking, c'est des détenteurs d'un même token qui vont les mettre en commun pour augmenter leurs chances de valider des blocs et donc recevoir des tokens supplémentaires. Plus une pool de stacking est importante, plus elle a de chances de valider des blocs et donc de rémunérer au prorata les participants de la pool. La plupart des plateformes d'échange proposent ce service. Et en plus, il faut un minimum de tokens pour être validateur. Quand même, il y a une forme de barrière à l'entrée. Oui, ça se mérite. Oui, c'est ça. Faut posséder un minimum de tokens de la blockchain en question. Ce nombre varie suivant les projets. Par exemple, pour Ethereum, qui a fait l'actualité avec sa mutation du minage au stacking, il faut 32 Ethers pour être validateur. Ce qui représente, au moment où on se parle, quand même près de 45 000 €. Donc, c'est pas donné à tout le monde. D'où l'intérêt de pouvoir déléguer une partie de ces Ethers à une entité qui gère une ou plusieurs pools de stacking pour bénéficier quand même d'un rendement reversé au prorata aux utilisateurs ayant déposé des poussières d'Ether. Il y a une barrière à l'entrée relativement importante, vous l'avez dit. On imagine que si beaucoup, ou certains en tout cas, se lancent, c'est que ça rapporte. Ça rapporte combien d'être validateur ? Le rendement va varier d'un projet à un autre. Il est même variable dans le temps. Plus le nombre total de tokens bloqués est important, plus le rendement diminue. Par exemple, pour Ethereum, aujourd'hui, on est à environ 5% de rendement par an. C'est intéressant car ça permet de faire fructifier ces cryptos plutôt que de les laisser dormir. Mais il faut quand même faire attention car pendant la durée du stacking, on ne peut plus y toucher. Impossible de les vendre, ce qui peut être problématique parce que si à ce moment-là, on veut éviter des pertes ou prendre des bénéfices, c'est compliqué. Karl ? Si on faisait un parallèle avec notre système bancaire classique, quand vous bloquez de l'argent dans votre banque, ça vient solidifier les fonds propres de la banque et donc en contrepartie de ça, elle vous rémunère. L'exemple le plus simple, c'est le livret. Vous bloquez de l'argent, vous laissez de l'argent en cash, en liquidité sur votre banque, elle vous rémunère pour ça. Le stacking peut être libre ou bloqué.
évidemment, plus je le bloque, c'est-à-dire plus ma contrainte temporelle, comme les comptes à terme à l'époque où ça rapportait encore quelque chose, on les bloquait 6 mois ou un an, plus on les bloquait longtemps, plus le rendement était important. Et beaucoup de plateformes, effectivement, vous permettent de mutualiser nos forces. Donc tous les trois, on n'a pas assez chacun pour faire un nœud, et ben on se met ensemble, on fait un nœud, on devient validateur et on se partage le gâteau. C'est ça le principe de la DeFi. Mais la notion du stacking, elle fonctionne comme quand j'immobilise du cash dans ma banque, ben ma banque me rémunère parce que ça la solidifie, ça renforce ses fonds propres et elle peut faire ensuite différents investissements. C'est pas du Ponzi, certains disent c'est du Ponzi. Non, pas forcément. C'est pas du Ponzi, c'est-à-dire qu'il y a des transactions, grâce au crypto que vous apportez, ça sécurise les transactions. L'Ethereum est un bon exemple parce que maintenant on est sur de la proof of stake, donc je stake, je garde mes Ethereum, ça valide une transaction, il y a une commission, cette commission elle est reversée. Donc il y a une commission, il y a quelqu'un qui a vraiment payé le service et ces frais sont rétrocédés aux détenteurs des cryptos. Valentin, je vous ai vu tiquer sur la question, est-ce qu'il y a une forme de pyramide de Ponzi dans le stacking? Vous dites clairement non. Non, mais sur la blockchain, parce que effectivement, il y en a. Allez-y Valentin, oui. vas-y. Alors sur la blockchain Ethereum, il faut bien comprendre que c'est parce que j'ai 32 Ethers dans Ethereum, donc plus de 45 000 € investis dans le projet, que j'ai pas d'intérêt économique à ne pas aller dans le sens du réseau. Et c'est par cet avantage économique et par l'intérêt économique et non plus par l'intérêt de la puissance de calcul comme Bitcoin que je peux valider des transactions. Et comme chaque utilisateur paye des frais de transaction, alors ils sont rétribués à chaque personne qui valide. Donc c'est vraiment ce système-là. Et c'est d'ailleurs un changement de pensée assez intéressant, puisque même si Bitcoin continue et on l'a vu il y a quelques instants, de prendre de plus en plus de puissance de calcul et d'intéresser les gens, sur la capacité des personnes à se dire moi j'ai des Ethers, maintenant je peux être rémunéré pour les mettre en staking, sécuriser des blockchains et avoir un rendement entre 3 et 5%, eh bien on commence vraiment à avoir une tendance où les gens se disent je ne peux pas acheter une machine de minage, je ne peux pas acheter un gros ordi pour le faire tourner et gagner des bitcoins. Donc si j'achète des bitcoins, je ne pourrais entre guillemets qu'être exposé à sa hausse future. Eh bien avec Ethereum, je peux en plus d'être exposé à sa potentielle hausse ou baisse générer 3 à 5% d'intérêt. Donc c'est assez amusant de cumuler les deux points. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Merci à tous les trois. Voilà, le stacking, c'est pas forcément de la pyramide de Ponzi. Vous l'avez parfaitement expliqué. Il n'empêche qu'il existe malheureusement des escrocs et des cryptos qui fonctionnent comme des pyramides de Ponzi. Peu probable sur les terres, mais il y en a où ça existe. Ouais. Merci à tous les trois de nous avoir accompagnés. À bientôt. Carl Toussaint Duvaste, Format Crypto et son livre Blockchain, Crypto et DeFi sur Amazon. Merci Guillaume. Valentin Demey pour Cryptos. Merci Valentin. Et Émeric, ça fait 2 fois que je vous fais le coup, Amaury. Amaury de Tonquédec qui m'accompagne sur chacune de ces émissions BFM Bourse et qui chaque mercredi vous retrouve pour un point pédagogique sur les notions crypto. Au revoir Patrick. Salut Amaury, merci.